Le millionnaire a suivi sa domestique après le travail, et ce qu'il a vu l'a paralysé. Le matin du 17 octobre tombait sur Lyon avec cette lumière grise et douce que seul l'automne français sait offrir. Dans le quartier de Fourvière, perché au-dessus de la ville comme un gardien de pierre, les ruelles pavées luisaient encore de la pluie nocturne. Les façades couleur ocre et les toits de tuiles rouges dessinaient un paysage qui aurait pu figurer dans une carte postale, si ce n'était pour le silence pesant qui régnait dans la grande demeure au bout de la rue Radisson. Étienne Montreuil se réveilla à 6 heures précises, comme chaque matin depuis 8 ans. Pas de réveil, son corps avait appris à mesurer le temps avec une précision mécanique. Il s'assit au bord du lit king size qui occupait le centre de sa chambre aux murs blancs, aux rideaux de lin beige, aux étagères remplies de livres qu'il n'ouvrait plus. Tout était impeccable, froid, organisé, comme sa vie. À 47 ans, Étienne Montreuil était l'image même de la réussite discrète. Propriétaire de Montreuil Immobilier, l'une des plus importantes sociétés de promotion immobilière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il avait bâti un empire sur les ruines du chagrin. Depuis la mort de sa femme Marguerite dans un accident de voiture en 2015, il s'était retranché derrière des murs invisibles, ceux du travail acharné, des journées sans fin, des dîners d'affaires qui remplaçaient les repas en famille qu'il ne connaîtrait plus jamais. Il enfila son costume lanvin gris anthracite, noua sa cravate bordeaux avec des gestes mécaniques et descendit l'escalier de marbre qui menait au rez-de-chaussée. La maison, une ancienne demeure bourgeoise rénovée avec goût, comptait 450 mètres carrés répartis sur 3 étages. Trop grand pour un homme seul, trop silencieux pour être appelé un foyer. Dans la cuisine au design contemporain, plan de travail en granit noir, électroménagers intégrés, îlot central surmonté d'une suspension en cuivre, Étienne prépara son café. Un double expresso, sans sucre. Il le but debout, face à la baie vitrée qui donnait sur le jardin en terrasse. Les feuilles des érables japonais commençaient à rougir. Bientôt, l'automne installerait son règne définitif. Son téléphone vibra. Un message de Nathalie Fouquet, sa directrice des ressources humaines. « Monsieur Montreuil, la nouvelle employée domestique commence ce matin. Elle arrivera à 8h30. Sandrine Morel, 34 ans, excellente référence. » Étienne soupira. Il n'aimait pas changer ses habitudes, et la précédente femme de ménage, Madame Beaumont, avait travaillé pour lui pendant 6 ans avant de partir à la retraite. Mais il n'avait pas le choix. La maison ne se gérait pas toute seule, et lui-même passait si peu de temps ici qu'il ne voyait même plus la poussière s'accumuler sur les meubles. À 8h25, alors qu'il boutonnait son manteau Burberry dans l'entrée, la sonnette retentit. Étienne fronça les sourcils. Elle était en avance. Il ouvrit la porte. Devant lui se tenait une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains tirés en un chignon strict, vêtue d'un jean propre et d'un pullover bleu marine. Son visage était fin, presque fragile, avec des pommettes hautes et des yeux noisettes qui le regardaient sans ciller, mais aussi sans chaleur. Il y avait dans son expression quelque chose de fermé, de protégé, comme si elle avait appris depuis longtemps à ne rien laisser transparaître. « Bonjour, monsieur Montreuil. Je suis Sandrine Morel. » Sa voix était douce mais ferme, teintée d'un léger accent lyonnais. « Bonjour, madame Morel. Entrez, je vous prie. » Il s'effaça pour la laisser passer. Elle pénétra dans le hall avec une discrétion presque excessive, comme si elle craignait de déranger l'air lui-même. Étienne remarqua qu'elle portait un sac à dos usé, dont les bretelles avaient été recousues à plusieurs reprises. « Je vais vous montrer la maison rapidement. J'ai une réunion à 9h, mais madame Fouquet vous a transmis toutes les instructions, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur. Tout est très clair. » Il la guida à travers les pièces du rez-de-chaussée, le salon avec sa cheminée en pierre, la bibliothèque aux boiseries anciennes, la salle à manger qui pouvait accueillir 12 convives et qui n'avait pas servi depuis des années. Sandrine hochait la tête, prenait des notes mentales, mais ne posait aucune question. Elle observait tout avec attention, sans jamais croiser son regard plus d'une seconde. Le premier étage comprend 3 chambres d'amis et une salle de bain. Le deuxième étage est mon espace privé. Vous n'avez pas besoin d'y monter plus d'une fois par semaine pour l'entretien de base. Entendu, monsieur. Les produits de nettoyage sont dans le placard de la buanderie. Vous trouverez également une liste des tâches hebdomadaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre par téléphone, mais en général, je ne rentre pas avant 19h. Très bien. Un silence s'installa. Étienne consulta sa montre. Bon, je dois y aller. Vous pouvez prendre votre pause déjeuner quand vous le souhaitez.
Il y a tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur. Merci, monsieur, mais j'ai apporté mon repas. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Étienne hocha la tête et quitta la maison sans un mot de plus. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine silencieuse. Étienne partait tôt le matin, passait ses journées entre réunions stratégiques, visites de chantier et négociations avec des investisseurs. Quand il rentrait, la maison était impeccable. Les sols brillaient, les vitres étaient transparentes comme de l'air, l'odeur du citron flottait dans l'entrée. Sandrine accomplissait son travail avec une efficacité redoutable, mais elle restait invisible. Il ne la voyait presque jamais. Parfois, en rentrant plus tôt que prévu, il l'apercevait dans le jardin en train d'étendre le linge ou dans la cuisine en train de ranger la vaisselle. Elle se figeait alors, comme un animal surpris, et murmurait un « Bonsoir, monsieur », avant de disparaître dans une autre pièce. Au bout de 2 semaines, Étienne se rendit compte qu'il ne connaissait strictement rien d'elle. Où vivait-elle? Avait-elle de la famille? Pourquoi ce regard triste qu'elle portait comme un masque? Un soir de début novembre, il décida de rester un peu plus longtemps dans le salon après son retour du bureau. Sandrine était encore là. Elle finissait de passer l'aspirateur dans la bibliothèque. Étienne s'assit dans le fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte et feignit de lire un dossier. En réalité, il l'observait du coin de l'œil. Elle travaillait avec des gestes précis, méthodiques. Pas de mouvements superflus, pas de distraction. Elle déplaçait les meubles avec précaution, époussetait chaque objet avec soin. Mais ce qui frappa Étienne, ce fut son visage. Quand elle croyait être seule, quelque chose se brisait dans son expression. Une tristesse profonde, presque palpable, qui transformait ses traits. « Madame Morel ?» Elle sursauta et se tourna vers lui, le masque de neutralité revenant instantanément. « Oui, monsieur. Tout va bien? Vous avez tout ce qu'il vous faut? »« Oui, monsieur. Merci. Vous habitez loin d'ici ?» Une hésitation imperceptible. « À Villeurbanne. Je prends le bus. Cela fait loin. Vous mettez combien de temps? 1 heure environ. Mais ça va. J'ai l'habitude. » Elle rangea l'aspirateur dans le placard avec une rapidité qui signalait clairement qu'elle ne souhaitait pas prolonger la conversation. Étienne n'insista pas. Il n'était pas du genre intrusif, et puis après tout, la vie privée de son employé ne le regardait pas. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, Étienne Montreuil ressentit de la curiosité pour un autre être humain. Le 24 novembre, un mercredi après-midi, Étienne annula sa dernière réunion. Il avait mal à la tête, une migraine qui ne le quittait pas depuis le matin, et décida de rentrer plus tôt. Il arriva à la maison vers 15h30. En poussant la porte, il entendit des voix. Non, pas des voix. Une seule voix, celle de Sandrine. Elle parlait au téléphone. « Je sais, ma chérie, je sais. Mais Tata doit finir son travail. Je viens te chercher dans 1 heure, d'accord? Sois sage avec Madame Dufour. Oui, je t'achèterai des macarons. Les roses, comme tu aimes. Je t'aime aussi. À tout à l'heure. » Étienne resta immobile dans l'entrée. Le ton de Sandrine avait complètement changé. Il était doux, maternel, empli d'une tendresse qu'il ne lui connaissait pas. Qui était cette chérie? Une fille? Une nièce? Il referma doucement la porte et toussa pour signaler sa présence. Sandrine apparut aussitôt dans le couloir, le téléphone encore à la main, les joues légèrement rouges. « Monsieur Montreuil, je ne vous attendais pas si tôt. J'ai mal à la tête. Je vais m'allonger un moment. Ne vous inquiétez pas, finissez ce que vous avez à faire. »« Bien sûr. J'ai presque terminé. » Elle glissa le téléphone dans sa poche et retourna à la cuisine. Étienne monta dans sa chambre, mais il n'arrivait pas à se défaire de la scène qu'il venait de surprendre. Cette chaleur dans la voix de Sandrine, ce contraste saisissant avec la froideur professionnelle qu'elle affichait en permanence. Il s'assit sur le rebord de son lit et se massa les tempes. Pourquoi cela l'intriguait-il autant? Pourquoi cette femme qu'il connaissait à peine éveillait-elle en lui une curiosité qu'il croyait éteinte depuis la mort de Marguerite? À 16h45, il entendit Sandrine ranger ses affaires. Depuis la fenêtre de sa chambre, il la vit sortir par le portail, marcher d'un pas rapide vers l'arrêt de bus en bas de la rue. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, serra son sac contre elle et monta dans le bus 31 en direction de Villeurbanne. Étienne resta là, debout devant la fenêtre, à regarder le bus s'éloigner dans la lumière déclinante de novembre. Les jours passèrent. Décembre arriva avec son cortège de froid piquant et de nuits précoces. Lyon se parait de décorations de Noël.
les guirlandes lumineuses sur la rue de la République, les vitrines scintillantes des galeries Lafayette, le marché de Noël de la place Carnot, où l'odeur des marrons chauds et du vin chaud se mêlait au rire des enfants. Étienne traversait tout cela avec indifférence. Les fêtes de fin d'année étaient devenues pour lui une simple parenthèse administrative. Il dînerait seul, comme chaque année, devant un plateau repas commandé chez le traiteur de luxe du quartier. Pas de sapin, pas de décoration, pas de souvenirs. Mais cette année, quelque chose avait changé. Il observait Sandrine différemment. Il remarquait les détails, les cernes sous ses yeux certains matins, la façon dont elle se frottait le bas du dos après avoir passé l'aspirateur, les appels téléphoniques qu'elle passait discrètement pendant sa pause. Un après-midi de mi-décembre, Étienne arriva à la maison alors que Sandrine était en pleine conversation téléphonique dans le jardin. Elle tournait le dos à la maison, emmitouflée dans un manteau élimé, et parlait d'une voix tendue. « Non, Madame Dufour, je comprends, mais je ne peux pas venir plus tôt. Mon travail se termine à 17 heures. Oui, je sais qu'Élise est fatiguée. S'il vous plaît, encore 1 heure. Merci. Merci beaucoup. Élise. » Le prénom resta gravé dans l'esprit d'Étienne. Ce soir-là, en rentrant du bureau, il s'arrêta à la boulangerie Bossard, celle qui faisait les meilleures brioches au beurre de Lyon. Il acheta un assortiment de viennoiseries et le lendemain matin, les laissa sur le plan de travail de la cuisine avec un petit mot. « Pour vous et votre famille, joyeuse fête. » Et, messieurs. Quand il rentra le soir, les viennoiseries avaient disparu. À leur place, un mot écrit d'une écriture soignée. « Merci infiniment, monsieur Montreuil. Votre gentillesse touche profondément. SM. » Étienne tint le papier entre ses doigts, sentant quelque chose se fissurer en lui, quelque chose qu'il avait cru scellé à jamais. Le 18 décembre, un lundi, tout bascula. Il pleuvait depuis le matin, une pluie froide et insistante qui transformait Lyon en un tableau impressionniste. Étienne avait terminé sa journée plus tôt que prévu. Une réunion avait été annulée. Il décida de rentrer directement. En garant sa Mercedes dans l'allée, il vit Sandrine sortir précipitamment de la maison. Elle portait son manteau, son sac à dos et courait presque vers le portail. Son visage était tendu, anxieux. Elle ne le vit même pas. Étienne descendit de voiture et la regarda s'éloigner sous la pluie. Elle ne prit pas le temps d'ouvrir son parapluie. Elle courut jusqu'à l'arrêt de bus, consulta frénétiquement l'horaire affiché, puis monta dans le bus qui venait d'arriver. Quelque chose dans cette scène troubla profondément Étienne. Ce n'était pas normal. Sandrine était toujours si maîtrisée, si composée. Qu'est-ce qui pouvait provoquer une telle urgence? Sans réfléchir, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, Étienne remonta dans sa voiture et démarra. Il suivit le bus à distance, slalomant entre les véhicules dans les rues encombrées de Lyon. Le bus traversa le pont Lafayette, longea le Rhône, puis s'enfonça dans les quartiers populaires de Villeurbanne. Étienne se sentait ridicule. Que faisait-il? Pourquoi suivait-il son employé comme un détective de mauvais roman policier? Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose le poussait à continuer. Le bus s'arrêta rue Racine, dans un quartier d'immeubles en briques des années 1970. Sandrine descendit et se mit à courir sous la pluie battante. Étienne gara sa voiture et la suivit à pied, dissimulée par les parapluies et les passants pressés. Elle entra dans un immeuble au numéro 47. Étienne attendit dehors, trempé, le cœur battant. Pourquoi son cœur battait-il ainsi? Qu'attendait-il de voir? 5 minutes plus tard, Sandrine ressortit. Elle n'était plus seule. À ses côtés se tenait une petite fille d'environ 8 ans. L'enfant portait un anorak rose trop petit pour elle, un sac à dos, reine des neiges et des baskets usées. Ses cheveux châtains ondulés tombèrent sur ses épaules. Mais ce qui cloua Étienne sur place, ce qui lui coupa littéralement le souffle, ce furent ses yeux. Des yeux verts, d'un vert profond, lumineux, impossible à oublier. Les mêmes yeux que Clara. Le monde s'arrêta. La pluie, les voitures, les bruits de la rue, tout disparut. Étienne se retrouva projeté 9 ans en arrière dans une chambre d'hôtel à Annecy, dans les bras d'une femme aux cheveux noirs et aux yeux verts, qui lui avait dit « Je t'aime », avant de disparaître sans laisser d'adresse. Clara, Clara Morel, mon Dieu, Sandrine Morel. Les pièces du puzzle s'assemblèrent brutalement dans son esprit. Cette femme qu'il avait aimée pendant 3 mois, avec qui il avait partagé des nuits entières à parler de tout et de rien, qui avait disparu du jour au lendemain sans explication,
Elle était la sœur de Sandrine. Et cette petite fille, Étienne sentit ses jambes se dérober. Il s'appuya contre un mur, incapable de bouger, incapable de penser. Sandrine prit la main de l'enfant et elles s'éloignèrent toutes les deux sous la pluie, en direction d'un petit supermarché au coin de la rue. Étienne resta là, pétrifié, trempé jusqu'aux os, avec une seule question martelant son crâne comme un coup de masse. Cet enfant, est-elle ma fille? Étienne ne se souvenait pas comment il était rentré chez lui. Ses mains tremblaient sur le volant, sa vision se brouillait par moments. Il se gara dans l'allée de sa demeure de Fourvière et resta assis dans la voiture, moteur éteint, le regard perdu dans le vide. Ses yeux verts, ce visage, cette façon dont l'enfant avait souri à Sandrine. Clara. Il n'avait pas prononcé ce prénom depuis des années. Il l'avait enfoui dans un coin de sa mémoire, scellé derrière des couches de travail acharnées et de solitude choisie. Mais maintenant, tout remontait à la surface, avec une violence déchirante. C'était en 2014. Il avait 40 ans, venait de perdre son père et se débattait avec la succession de l'entreprise familiale. Il était parti à Annecy pour une conférence sur l'immobilier durable et c'est là qu'il l'avait rencontrée. Clara Morel, 28 ans, guide touristique, cheveux noirs jusqu'aux épaules, yeux verts comme des émeraudes, rire contagieux. Ils s'étaient croisés au marché de la vieille ville. Elle avait renversé son café sur lui par accident. Elle s'était confondue en excuses, il avait ri, pour la première fois depuis des mois. Ils avaient passé l'après-midi ensemble à marcher le long du lac, à parler de tout et de rien. Elle lui avait raconté ses voyages, ses rêves, sa passion pour l'histoire médiévale. Lui avait parlé de son père décédé, de la pression de reprendre l'entreprise, de cette sensation de couler à petit feu. Ce qui devait être une rencontre fortuite était devenu 3 mois de passion intense. Clara venait le voir à Lyon chaque week-end. Il dormait dans des hôtels discrets, dînait dans des petits restaurants cachés, faisait l'amour comme si chaque instant était le dernier. Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, survenue 5 ans plus tôt dans un accident qui l'avait hanté pendant des années, Étienne s'autorisait à ressentir quelque chose. Et puis, du jour au lendemain, Clara avait disparu. Plus de messages, plus d'appels. Son téléphone était coupé. Il était retourné à Annecy, avait cherché partout. Personne ne savait où elle était partie, comme si elle s'était évaporée. Étienne avait essayé de comprendre. Avait-il dit ou fait quelque chose de mal? Lui avait-il fait peur avec son intensité? Pendant des semaines, il avait scruté son téléphone, espérant un message, une explication. Rien n'était venu. Alors il avait fait ce qu'il savait faire de mieux. Il s'était noyé dans le travail. Il avait enterré Clara avec toutes les autres douleurs de sa vie. Mais maintenant, cette petite fille aux yeux verts le ramenait 9 ans en arrière. Et si Clara avait été enceinte? Si elle était partie parce qu'elle attendait un enfant, son enfant, pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Étienne sentit la colère monter en lui. Une colère sourde, brûlante, mêlée de panique et de culpabilité. Il sortit de la voiture et entra dans sa maison silencieuse. Il monta directement à sa chambre, ouvrit le placard du fond, celui où il rangeait les cartons qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Il chercha pendant une demi-heure avant de trouver ce qu'il cherchait. Une boîte à chaussures remplie de vieilles photos, de tickets de train, de souvenirs d'une époque qu'il avait voulu oublier. Et là, au fond, glissée dans une enveloppe jaunie, il la trouva. La seule photo qu'il avait de Clara. Ils étaient ensemble devant le château d'Annecy. Elle riait, la tête posée sur son épaule. Mais ce qui attira son attention, ce fut l'autre personne sur la photo. Une femme plus jeune, aux cheveux châtains, qui se tenait légèrement en retrait. Clara avait expliqué « C'est ma petite sœur, Sandrine. Elle vient passer le week-end avec nous. » Étienne lâcha la photo. Ses mains tremblaient. Sandrine Morel travaillait pour lui depuis 1 mois, dormait sous son toit, nettoyait sa maison. Et elle ne lui avait jamais dit qu'elle était la sœur de Clara. Pourquoi? Savait-elle qui il était? Savait-elle qu'il avait été l'amant de sa sœur? Et surtout, savait-elle que cette petite fille, Élise, pouvait être sa fille? Cette nuit-là, Étienne ne ferma pas l'œil. Il tourna dans son lit, le cerveau en ébullition, assailli par des questions sans réponse et des images qui le torturaient. Clara enceinte, Clara fuyant, Clara élevant seule un enfant, son enfant. À 6 heures du matin, il abandonna tout espoir de dormir. Il se doucha, s'habilla et attendit.
Sandrine arrivait à 8h30. Il l'attendrait. À 8h27 précise, la sonnette retentit. Étienne ouvrit la porte. Sandrine se tenait là, son habituel sac à dos sur l'épaule, le visage fermé. « Bonjour, monsieur Montreuil. »« Bonjour, madame Morel. » Un silence. « Entrez, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler. » Sandrine fronça légèrement les sourcils, mais entra. Étienne referma la porte derrière elle et la guida vers le salon. Il lui désigna le canapé. « Asseyez-vous. Monsieur Montreuil, si c'est à propos de mon travail, je peux vous assurer que ce n'est pas à propos de votre travail. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Quelque chose dans le ton d'Étienne fit pâlir Sandrine. Elle s'assit lentement, serrant son sac contre elle comme un bouclier. Étienne resta debout, incapable de tenir en place. Il se passa une main dans les cheveux et prit une profonde inspiration. « Je vais vous poser une question, madame Morel, et j'aimerais que vous me répondiez honnêtement. Vous avez eu une sœur nommée Clara, n'est-ce pas ?» Le changement fut instantané. Sandrine se figea. Tout son corps se raidit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment savez-vous ? Répondez à ma question. » Sandrine déglutit péniblement. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Oui, j'avais une sœur, Clara. Elle est morte il y a 7 ans. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Morte. Clara était morte. Comment ? Un accident de voiture, à Grenoble. Elle est partie en quelques secondes. Le silence s'abattit sur la pièce. Étienne ferma les yeux, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de le submerger. Il avait imaginé tant de scénarios au fil des ans. Clara heureuse, Clara mariée, Clara ayant oublié. Mais jamais Clara morte. Et la petite fille, sa voix était rauque. Celle avec qui vous étiez hier à Villeurbanne. C'est la fille de Clara ? Sandrine se leva d'un bond, le visage décomposé. Vous m'avez suivi ? Répondez à ma question. Vous n'avez pas le droit de... Est-ce que c'est la fille de Clara ? Oui. Le cri déchira l'air. Sandrine tremblait de tout son corps. Oui, c'est sa fille. Elle s'appelle Élise. Elle a 8 ans. Et je m'occupe d'elle depuis que Clara est morte. Voilà. Vous êtes content ? Étienne chancela. 8 ans. Élise avait 8 ans. Il compta rapidement. Si elle était née en 2015, cela signifiait que Clara était tombée enceinte fin 2014, exactement au moment où ils étaient ensemble. Je suis son père. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, lourde de certitude et de panique mêlée. Sandrine le regarda, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Je ne sais pas. Clara n'a jamais voulu me le dire. Elle est partie d'Annecy enceinte. Elle a refusé de me révéler qui était le père. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était mieux pour lui de ne pas savoir, qu'elle ne voulait pas gâcher sa vie. Gâcher ma vie ? Étienne sentit la colère exploser. Elle portait mon enfant, et elle a pensé que me le cacher était la meilleure solution. Vous ne comprenez pas. Sandrine s'essuya rageusement les yeux. Clara vous aimait. Elle vous aimait tellement que ça lui faisait mal. Mais elle savait que vous veniez de perdre votre père, que vous deviez reprendre l'entreprise familiale, que vous étiez déjà écrasé par les responsabilités. Elle ne voulait pas vous imposer un fardeau de plus. Un fardeau ? Mon enfant aurait été un fardeau ? Pour elle, oui. Elle pensait que vous auriez vécu ça comme une obligation. Elle voulait que vous soyez libre. Étienne se laissa tomber dans le fauteuil, la tête entre les mains. Tout cela n'avait aucun sens. Clara l'avait aimé, mais elle l'avait quitté. Elle avait porté son enfant, mais ne le lui avait jamais dit. Elle était morte sans qu'il sache rien. Et maintenant, il y avait une petite fille de 8 ans qui vivait à Villeurbanne avec sa tante et qui était peut-être, probablement, sa fille. Vous travaillez pour moi depuis 1 mois. Sa voix était brisée. Vous saviez qui j'étais ? Sandrine secoua la tête. Non, je vous le jure. Quand Madame Fouquet m'a proposé ce poste, j'ai juste vu le nom Montreuil. Je ne savais pas que c'était vous. Clara ne m'avait jamais dit votre prénom complet. Elle vous appelait juste Étienne. Et puis, quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai eu un doute. Vous ressembliez à la description qu'elle m'avait faite, mais je n'en étais pas sûr. Pourquoi ne pas avoir dit quelque chose ? Parce que je n'avais aucune certitude. Parce que Clara m'avait fait promettre de ne jamais chercher le père d'Élise. Et parce que... Sa voix se brisa. Parce que j'avais besoin de ce travail. J'avais besoin de l'argent pour Élise, pour ses vêtements, ses fournitures scolaires, son avenir. Je n'avais pas le choix.
Étienne releva la tête. Il vit Sandrine dans toute sa vulnérabilité. Une femme seule, épuisée, qui élevait l'enfant de sa sœur morte avec un courage qui le dépassait. « Je veux un test de paternité. » Sandrine ferma les yeux. « D'accord. » Les jours suivants furent une torture. Étienne contacta discrètement un laboratoire privé de Lyon. Le test était simple. Un prélèvement de salive pour lui, un autre pour Élise. Mais pour obtenir le prélèvement de la petite, il fallait l'accord de sa tutrice légale, Sandrine. Ils se retrouvèrent un samedi matin dans un café discret du quartier de la Croix-Rousse. Sandrine avait amené Élise. Étienne la vit pour la première fois de près, à la lumière du jour, sans le filtre de la pluie et de la distance. Elle était magnifique. Ses cheveux châtains ondulaient dans son dos, attachés avec un simple élastique rose. Elle portait un pull rayé bleu et blanc, un jean propre mais rapiécé aux genoux, et ces mêmes baskets usées qu'il avait remarquées la première fois. Mais c'étaient ses yeux qui captivaient, d'un vert profond, lumineux, plein de curiosité et d'intelligence. Les yeux de Clara. « Élise, je te présente Monsieur Montreuil. C'était un ami de ta maman. » La petite leva les yeux vers Étienne. Pendant un instant interminable, ils se regardèrent. Puis elle sourit, un sourire franc, sans méfiance. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Élise. » Sa voix tremblait. Il se racla la gorge pour se reprendre. « Tata m'a dit que vous vouliez me poser des questions sur maman. » Étienne jeta un regard à Sandrine, qui hocha imperceptiblement la tête. « Oui. Enfin, pas exactement. C'est un peu compliqué. » Ils s'assirent tous les trois. Étienne commanda un chocolat chaud pour Élise, un café pour Sandrine, un thé qu'il ne toucherait pas pour lui. Il ne savait pas par où commencer. « Élise, est-ce que ta tante t'a expliqué ce que nous allions faire aujourd'hui ? Elle m'a dit qu'on allait faire un test, pour savoir si vous êtes mon papa. » La franchise brutale de l'enfant le cueillit à froid. Il regarda Sandrine, qui baissa les yeux. « Oui, c'est exactement ça. »« Est-ce que tu sais ce que ça signifie ?» Élise haussa les épaules avec le pragmatisme des enfants. « Ça veut dire que si le test dit oui, alors j'ai un papa. Moi, j'ai jamais eu de papa. Juste maman et tata. Et tu aimerais avoir un papa ?» Elle le regarda avec ses yeux verts qui lui transpercèrent le cœur. « Je sais pas. Ça dépend si c'est un gentil papa ou un méchant papa. » Étienne sentit sa gorge se serrer. « Et si je suis ton papa, je te promets que je ferai de mon mieux pour être un gentil papa. » Élise réfléchit un moment, puis hocha gravement la tête. « D'accord. Alors on peut faire le test. » Le prélèvement fut rapide et indolore. Une infirmière passa un écouvillon à l'intérieur de la joue d'Élise, puis de celle d'Étienne. Les échantillons furent scellés, étiquetés, envoyés. Les résultats seraient disponibles sous 7 à 10 jours. 10 jours qui parurent durer une éternité. Étienne ne savait plus où il en était. Il travaillait en mode automatique, signait des contrats sans les lire vraiment, assistait à des réunions où il n'entendait qu'un brouhaha lointain. Son esprit était ailleurs, avec cette petite fille aux yeux verts qu'il appelait monsieur et qui pourrait bientôt l'appeler papa. Le soir, seul dans sa grande maison vide, il imaginait des scénarios. Si le test était positif, que ferait-il? Il avait 47 ans, aucune expérience de la paternité, une vie parfaitement ordonnée qui n'incluait pas un enfant. Mais en même temps, l'idée d'avoir une fille, de ne plus être seul, éveillait en lui quelque chose qu'il croyait mort. Un espoir, un désir, une raison de vivre au-delà du travail. Et si le test était négatif? Cette pensée lui glaçait le sang. Il avait déjà commencé à s'attacher. Il revoyait le sourire d'Élise, sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait, ses questions directes d'enfant qui ne connaît pas encore les mensonges polis des adultes. Sandrine continua à travailler pour lui, mais l'atmosphère avait changé. Ils se parlaient davantage. Elle lui racontait des bribes de la vie d'Élise, ses résultats à l'école, excellents, sa passion pour les histoires de chevaliers, son rêve de devenir archéologue. Étienne écoutait avidement chaque détail comme un homme assoiffé. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la retint. « Sandrine, si le test est positif, si Élise est ma fille, qu'allez-vous faire ?» Elle le regarda longuement. « Je ne sais pas. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Si vous voulez être son père, alors je ferai tout pour que ça se passe bien. Si vous ne voulez pas, alors on continuera comme avant. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? » Moi? Un sourire triste étira ses lèvres.
Moi, je veux qu'Élise soit heureuse. C'est tout ce qui compte. Elle mérite d'avoir une vraie famille. Pas juste une tante épuisée qui travaille 2 boulots pour joindre les 2 bouts. 2 boulots? Sandrine soupira. Oui, ici le matin et l'après-midi. Le soir, je fais du ménage dans des bureaux, de 20h à minuit. Mon Dieu. Et quand dormez-vous? Quand je peux. Mais Élise passe avant tout. Toujours. Étienne la regarda partir dans la nuit, et quelque chose en lui se brisa. Cette femme sacrifiait tout pour l'enfant de sa sœur, sans se plaindre, sans demander d'aide, juste par amour. Le 10e jour, un mercredi matin, l'email arriva. Étienne était dans son bureau en pleine conférence téléphonique avec des investisseurs japonais quand la notification apparut sur son écran. Résultat d'analyse, laboratoire Gentest Lyon. Il interrompit la réunion sans explication, raccrocha et ouvrit le message d'une main tremblante. Le document PDF se téléchargea avec une lenteur insupportable. Puis il fut là, noir sur blanc. Des colonnes de chiffres, des graphiques, des termes scientifiques, et tout en bas, une seule phrase qui résumait tout. Probabilité de paternité, 99,99%. Le candidat ne peut être exclu comme étant le père biologique. Étienne lâcha la souris. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il relut la phrase, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Élise était sa fille. Il avait une fille de 8 ans qu'il n'avait jamais connue, une fille qui avait grandi sans lui, une fille qui portait les yeux de Clara et qui vivait dans un appartement modeste de Villeurbanne avec une tante qui s'épuisait à la tâche pour lui offrir une vie décente. Étienne se leva brusquement, attrapa son manteau et sortit en trombe de son bureau. Sa secrétaire lui lança quelque chose qu'il n'entendit pas. Il dévala les escaliers, monta dans sa voiture et roula comme un fou à travers Lyon. Il devait voir Sandrine. Il devait lui dire. Il ne savait pas ce qu'il devait faire, mais il devait le faire maintenant. Il arriva à Fourvière en milieu d'après-midi. Sandrine était dans la cuisine, en train de préparer le dîner qu'il ne mangerait probablement pas. Elle se retourna en l'entendant entrer. « Monsieur Montreuil, vous... J'ai reçu les résultats. » Elle se figea, la cuillère en bois encore à la main. Son visage devint blanc comme un linge. « Et elle est ma fille. » Un silence de plomb. Puis Sandrine porta une main à sa bouche et éclata en sanglots. Des sanglots profonds, libérateurs, comme si elle retenait quelque chose depuis des années. Étienne s'approcha d'elle, hésita, puis la prit maladroitement dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, pleurant contre son épaule. « Je savais. » Sa voix était entrecoupée de hoquets. « Je le savais. Dès que je vous ai vu. Élise vous ressemble tellement. Les mêmes sourcils, la même façon de froncer le nez quand elle réfléchit. Je savais. » Ils restèrent ainsi un long moment, 2 étrangers unis par un secret qui venait de déchirer le voile. Quand Sandrine se calma enfin, Étienne la lâcha et recula d'un pas. « Je veux la reconnaître officiellement. Je veux être son père. »« Vous en êtes sûr ?»« Plus sûr que de n'importe quoi dans ma vie. » Sandrine s'essuya les yeux avec un torchon. Elle va être bouleversée. Heureuse, mais bouleversée. Je sais. Et je ne veux pas brusquer les choses. Je veux apprendre à la connaître. Je veux qu'elle apprenne à me connaître. Pas comme un étranger qui débarque dans sa vie, mais comme son père. Qu'est-ce que vous proposez? Étienne prit une profonde inspiration. Je voudrais passer du temps avec elle, progressivement. Peut-être que je pourrais l'emmener au parc le week-end, ou l'aider avec ses devoirs. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été père. Je ne sais pas comment on fait. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Sandrine lui sourit vraiment. On apprend, étape par étape, jour après jour. Est-ce qu'elle sait déjà? Pour le test, je ne lui ai rien dit. Je voulais attendre d'avoir vos résultats. Alors, on lui annonce ensemble. Ce soir, si vous êtes d'accord. Sandrine hocha la tête. D'accord. Ce soir-là, Étienne se rendit à Villeurbanne pour la première fois en tant que père. Il monta les escaliers de l'immeuble vétuste, frappa à la porte du 3e étage et attendit, le cœur battant. Sandrine ouvrit. Derrière elle, dans le petit appartement aux murs défraîchis mais propres, Élise était assise à la table de la cuisine en train de dessiner. « Élise, chérie, Monsieur Montreuil est là. » La petite leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur. Vous venez pour le test ?» Étienne entra, referma doucement la porte derrière lui et s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. Ses yeux verts, les yeux de Clara,
les siens, le regardaient avec confiance. « Oui, Élise. Je viens pour le test, et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle posa son crayon et lui accorda toute son attention. Le test a dit oui, je suis ton papa. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, Élise ne réagit pas. Elle le regarda simplement, comme si elle essayait de comprendre ce que ces mots signifiaient vraiment. Puis, lentement, un sourire immense illumina son visage. « Vraiment? C'est vrai? C'est vrai. » Elle bondit de sa chaise et se jeta dans ses bras avec une force qui le fit vaciller. Étienne la serra contre lui, sentant quelque chose se briser et se reconstruire en même temps dans sa poitrine. « J'ai un papa. » Elle riait et pleurait à la fois. « J'ai enfin un papa. » Étienne ferma les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues. Derrière eux, Sandrine pleurait aussi, une main sur le cœur. Et dans ce petit appartement de Villeurbanne, dans les bras d'une enfant qu'il ne connaissait que depuis quelques jours, Étienne Montreuil comprit que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Il n'était plus seul. Il avait une fille. Et il ferait tout, absolument tout, pour rattraper le temps perdu. Longueur, 28, 567 caractères. Les premières semaines furent les plus difficiles de la vie d'Étienne Montreuil. Être père ne s'apprenait pas dans les livres. On ne pouvait pas négocier avec un enfant comme on négociait avec des investisseurs. Les larmes d'une fillette de 8 ans ne se réglaient pas avec des contrats bien ficelés. Et surtout, on ne pouvait pas rattraper 8 années d'absence en quelques semaines d'efforts maladroits. Mais Étienne essayait. De toutes ses forces, il essayait. Chaque mercredi après-midi, il quittait le bureau plus tôt pour aller chercher Élise à l'école Lamartine, dans le quartier de Villeurbanne. La première fois, il était arrivé en retard, le costume froissé après une réunion interminable, et il avait trouvé sa fille assise seule sur les marches de l'entrée, son cartable Reine des Neiges serré contre elle. Son regard inquiet s'était transformé en sourire dès qu'elle l'avait aperçu. « Papa !» Ce mot, ce simple mot qu'elle prononçait avec une confiance qu'il ne méritait pas encore, le bouleversait à chaque fois. « Pardon, ma chérie. La réunion a duré plus longtemps que prévu. C'est pas grave. Tata dit toujours que les grandes personnes ont beaucoup de travail. » Elle avait glissé sa petite main dans la sienne et ils avaient marché ainsi jusqu'à la voiture. En chemin, elle lui racontait sa journée, la dictée où elle avait eu 18 sur 20, la dispute avec Léa pendant la récréation, le dessin de château fort qu'elle avait fait en art plastique. Étienne écoutait religieusement chaque détail, gravant dans sa mémoire les noms de ses camarades, ses matières préférées, ses petites victoires quotidiennes. Ces mercredis devinrent sacrés. Ils allaient au parc de la Tête d'Or, où Élise adorait regarder les cerfs et les flamants roses. Ils mangèrent des bugnes chez la pâtisserie Pépin, rue de la République. Ils visitaient le musée des Confluences, où Élise passait des heures devant les squelettes de dinosaures, bombardant Étienne de questions auxquelles il ne savait pas toujours répondre. « Papa, pourquoi les dinosaures ont disparu ? À cause d'une météorite, je crois. Mais pourquoi les petits animaux ont survécu et pas les gros ? Peut-être parce qu'ils avaient besoin de moins de nourriture. Mais alors pourquoi les éléphants existent encore ? Ils sont gros. » Étienne avait ri, réalisant qu'une enfant de 8 ans pouvait être plus perspicace qu'une salle de conseil d'administration. « Tu sais quoi ? On va chercher la réponse ensemble. » Et ils avaient passé l'après-midi à la médiathèque de Villeurbanne, plongés dans des livres sur les extinctions de masse et l'évolution des espèces. Élise lisait avec une voracité qui rappelait à Étienne ses propres années d'études. Elle tenait de lui cette soif d'apprendre. Cette pensée le remplissait d'une fierté qu'il n'avait jamais connue. Mais tout n'était pas simple. Un samedi de janvier, Étienne emmena Élise au centre commercial de la Part-Dieu pour lui acheter des vêtements d'hiver. Sandrine avait protesté « Ce n'est pas nécessaire, je peux m'en occuper ». Mais il avait insisté. Il voulait faire ça. Il voulait être présent dans tous les aspects de la vie de sa fille. Dans le magasin Petit Bateau, il regarda Élise essayer des manteaux, des pulls, des robes. Elle virevoltait devant le miroir avec un émerveillement qui lui serrait le cœur. Pour elle, tout cela était une fête. Pour lui, c'était un rappel douloureux de tout ce qu'elle n'avait pas eu. « Papa, regarde, je peux avoir celui-là » Elle montrait une doudoune rose bonbon avec des étoiles argentées. Étienne hocha la tête, incapable de parler. La vendeuse, une jeune femme souriante, s'approcha. « Votre fille est adorable. Vous avez de la chance. » « Merci. » Mais en réalité, Étienne ne se sentait pas chanceux. Il se sentait coupable.
coupable d'avoir manqué sa naissance, ses premiers pas, ses premiers mots. Coupable que Clara soit morte seule avec ce secret. Coupable que Sandrine ait dû porter ce fardeau pendant des années. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Élise babillait joyeusement à l'arrière, ses nouveaux vêtements entassés autour d'elle. Étienne la regardait dans le rétroviseur et soudain, sans prévenir, il sentit les larmes monter. Il se gara sur le bas-côté, les mains crispées sur le volant. « Papa, ça va ?» Il ne pouvait pas répondre. Les sanglots le secouaient, brisant le barrage qu'il avait érigé depuis des semaines. Toute la douleur, toute la culpabilité, toute la frustration de ces années perdues explosaient enfin. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Il sentit une petite main se poser sur son épaule depuis le siège arrière. Élise s'était penchée en avant, le visage inquiet. « Pardon, ma chérie, c'est juste que... » Comment expliquer à une enfant de 8 ans la complexité de ce qu'il ressentait? « Je pense à ta maman, et je suis triste de ne pas avoir été là pour toi quand tu étais petite. » Élise réfléchit un moment, puis avec cette sagesse désarmante que seuls les enfants possèdent, elle dit « Mais tu es là maintenant. » C'est ça qui compte, non? Étienne se retourna et la regarda. Ses yeux verts, les yeux de Clara, brillaient de sincérité. « Tu as raison. Tu as tellement raison. » Il essuya ses larmes, respira profondément et redémarra. Mais quelque chose avait changé en lui. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait construire l'avenir. En février, Étienne prit la décision la plus importante de sa vie depuis la découverte d'Élise. Il invita Sandrine et Élise à dîner dans un restaurant du Vieux-Lyon, le Bouchon des Filles, une petite adresse chaleureuse où l'on servait les meilleures quenelles de Lyon. C'était un soir de semaine et le restaurant était à moitié vide. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre qui donnait sur les traboules illuminées. Élise commanda un gratin dauphinois avec des saucisses, Sandrine opta pour une salade lyonnaise et Étienne choisit un tablier de sapeur, plus pour avoir quelque chose dans l'assiette que par réel appétit. Il était trop nerveux pour manger. Pendant le repas, il les observa. Sandrine, qui avait perdu ce regard perpétuellement épuisé qu'elle portait lors de leur première rencontre. Élise, qui racontait avec animation l'histoire d'un château fort qu'elle construisait en Lego avec ses camarades. Elle formait une équipe, un binôme parfaitement rodé. Et lui, où était sa place dans cette équation? Quand les assiettes furent débarrassées et qu'Élise se concentra sur son fondant au chocolat, Étienne prit la parole. « J'ai réfléchi à quelque chose, depuis plusieurs semaines, et j'aimerais vous en parler à toutes les deux. » Sandrine leva les yeux, surprise par le ton solennel. « Votre appartement à Villeurbanne, il est petit, trop petit. Et Sandrine, tu travailles encore 2 emplois. Tu t'épuises. Étienne, on a déjà parlé de ça. Je ne veux pas de ta... Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai une maison à Fourvière, 400 mètres carrés, 3 étages, 6 chambres, un jardin. C'est beaucoup trop grand pour moi seul. Et depuis quelques semaines, j'ai réalisé que cette maison n'a jamais été un foyer. C'est juste un lieu où je dors. » Il se tourna vers Élise. « Mais quand tu viens me rendre visite, quand on fait tes devoirs dans le salon ou qu'on joue aux échecs dans la bibliothèque, tout change, la maison devient vivante. » Puis il regarda Sandrine droit dans les yeux. « Je voudrais que vous veniez vivre avec moi, toutes les deux. » Le silence s'abattit sur la table. Sandrine ouvrit la bouche, la referma, secoua la tête. « Étienne, c'est impossible. On ne peut pas... Les gens vont parler. Ils vont penser. Je me fiche de ce que les gens pensent. » Sa voix était ferme. « Élise est ma fille. Elle mérite une vraie maison, une vraie stabilité. Et toi, Sandrine, tu as sacrifié 8 ans de ta vie pour élever l'enfant de ta sœur. Tu mérites de souffler, de ne plus avoir à travailler 2 boulots, de pouvoir dormir plus de 5 heures par nuit. Je ne veux pas être un poids pour toi. » « Un poids ?» Étienne faillit rire. « Tu as élevé ma fille seule pendant 8 ans sans rien me demander. Si quelqu'un a une dette ici, c'est moi. » Élise, qui avait suivi l'échange avec attention, intervint soudain. « Moi, je veux bien habiter chez papa. » Les 2 adultes se tournèrent vers elle. Elle léchait consciencieusement sa cuillère, un sourire chocolaté aux lèvres. « Il a un grand jardin et une bibliothèque avec plein de livres. Et puis comme ça, tata, tu seras plus fatiguée tout le temps. » Sandrine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda Étienne, puis Élise, puis de nouveau Étienne. « Tu es sûr? Vraiment sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été. »
Le déménagement eut lieu 3 semaines plus tard, par un samedi ensoleillé de mars. Étienne avait loué une camionnette, bien qu'en réalité, Sandrine et Élise possédaient si peu de choses que tout tenait dans quelques cartons et 2 valises. Quand elles franchirent le seuil de la maison de Fourvière, Élise poussa un cri de joie et se mit à courir dans tous les sens, explorant chaque pièce comme une aventurière, découvrant un territoire inconnu. « Papa, papa, il y a une baignoire géante et un escalier en colimaçon. Et regarde, on voit toute la ville de la fenêtre. » Étienne avait préparé une chambre pour elle au 2e étage, juste à côté de la sienne. Il avait repeint les murs dans un bleu ciel doux, installé une bibliothèque, un bureau en bois clair et un lit avec une couette parsemée d'étoiles. Sur le rebord de la fenêtre, il avait placé un petit télescope. Quand Élise découvrit sa chambre, elle resta bouche bée sur le seuil. « C'est pour moi ?»« Oui, ma chérie, tout pour toi. » Elle se jeta dans ses bras avec une force qui le fit vaciller. « Merci, papa. Merci, merci, merci. » Sandrine, de son côté, s'installa dans une chambre du 1er étage, plus modeste que celle d'Élise, mais infiniment plus confortable que le canapé-lit sur lequel elle dormait depuis des années. Quand Étienne lui montra la pièce, elle fondit en larmes. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. On est une famille maintenant. » Le mot résonna dans le silence. Une famille. Étienne ne l'avait pas prononcé par hasard. C'était ce qu'ils étaient devenus, malgré les circonstances improbables, malgré les secrets et les douleurs. Une famille. Les mois qui suivirent furent une période d'apprentissage pour tous. Élise s'adapta avec la facilité déconcertante des enfants. Elle transforma la maison austère en un joyeux chaos. Ses dessins ornaient le réfrigérateur, ses Legos colonisèrent le salon, ses éclats de rire résonnaient dans les couloirs. Étienne découvrit qu'un foyer vivant était aussi un foyer désordonné, et il apprit à aimer ce désordre. Sandrine, quant à elle, mit plus de temps à trouver sa place. Elle avait arrêté son second travail, mais elle se sentait encore inutile. Un jour, Étienne la trouva en train de nettoyer la cuisine à 6 heures du matin. « Sandrine, qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai l'habitude de toujours être occupé. » Étienne s'assit à la table et lui fit signe de le rejoindre. « Tu as élevé Élise seule pendant 8 ans. Tu as travaillé 2 emplois. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as le droit de te reposer, de vivre. Mais je ne sais pas comment faire ça. Alors on apprendra ensemble. » Progressivement, Sandrine commença à redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait enterrées. Elle se remit à la peinture, un hobby abandonné des années plus tôt. Étienne transforma une pièce du 1er étage en atelier pour elle. Elle s'inscrivit à un cours de yoga. Elle renoua avec d'anciennes amies qu'elle n'avait plus vues depuis des années. Et surtout, elle reprit des études. Elle avait toujours rêvé de devenir enseignante, mais la mort de Clara avait interrompu ses projets. Maintenant, avec le soutien d'Étienne, elle s'inscrivit à l'université Lyon 2 pour préparer un master en sciences de l'éducation. Le soir, autour de la table de la salle à manger, ils dînaient tous les 3. Élise racontait sa journée d'école, Sandrine parlait de ses cours, Étienne partageait les anecdotes de son travail. C'étaient des moments simples, ordinaires, mais pour Étienne, c'étaient les plus précieux de sa vie. Mais tout n'était pas rose. Il y eut des moments difficiles, des crises, des nuits blanches. Un soir de mai, Élise fit un cauchemar. Étienne l'entendit pleurer depuis sa chambre. Il se précipita, la trouva recroquevillée sous sa couette, tremblante. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? J'ai rêvé de maman. Elle était là et puis elle est partie et je ne pouvais pas la rattraper. » Étienne s'assit sur le bord du lit et la prit dans ses bras. « Tu penses souvent à ta maman ? » ?»« Tous les jours. » Sa voix était un murmure. « Tata dit qu'elle me regarde du ciel. C'est vrai ? » Comment répondre à cette question ? Étienne n'était pas croyant, mais il comprit que ce n'était pas le moment pour ses doutes existentiels. « Je pense que ta maman est toujours avec toi, dans ton cœur, dans tes souvenirs et dans tout ce que tu fais de bien. Tu l'aimais, maman ?» La question le prit de court. Il caressa doucement les cheveux d'Élise. « Oui, je l'aimais beaucoup. Elle était extraordinaire, comme toi. » Tarnet, pourquoi elle t'a pas dit qu'elle attendait un bébé ? Je crois qu'elle voulait me protéger. Elle pensait que ça m'empêcherait d'être heureux. Mais elle avait tort. Si j'avais su, j'aurais été le plus heureux des hommes. Élise se blottit contre lui. Tu es triste qu'elle soit partie ? Oui, très triste. Mais en même temps,
Elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. Elle m'a donné toi. » Élise s'endormit dans ses bras cette nuit-là. Étienne resta à ses côtés jusqu'à l'aube, veillant sur le sommeil de sa fille, se demandant ce que Clara penserait de tout cela. Serait-elle fière de lui? Lui pardonnerait-elle de ne pas avoir été là? En juin, l'école organisa une fête de fin d'année. Les parents étaient invités à venir voir un spectacle préparé par les enfants. Étienne prit sa journée pour y assister. Il s'assit au fond de la salle polyvalente, au milieu d'autres parents. Sur scène, les enfants de CE2 présentaient une pièce sur les chevaliers et les princesses. Élise jouait le rôle d'une princesse courageuse qui sauvait son royaume d'un dragon. Quand elle apparut sur scène, dans une robe de princesse bricolée avec du tulle et du carton, Étienne sentit sa gorge se serrer. Elle était magnifique. Elle récitait son texte avec assurance, faisait rire le public avec ses répliques, incarnait son personnage avec un talent naturel. À la fin du spectacle, tous les enfants saluèrent. Puis la maîtresse, Madame Girard, prit la parole. « Nous avons une surprise pour finir. Certains élèves ont préparé des petits discours pour remercier leur famille. Élise, tu veux commencer ?» Élise s'avança au centre de la scène. Elle tenait une feuille pliée dans ses mains. Elle la déplia, regarda le public, puis commença à lire d'une voix claire. « Je voudrais dire merci à ma famille. Merci à Tata Sandrine qui s'est occupée de moi depuis que maman est partie au ciel, qui travaillait beaucoup pour que j'aie des habits et des cahiers, qui me faisait des crêpes même quand elle était très fatiguée. Tata, je t'aime très fort. » Sandrine, assise quelques rangs devant Étienne, pleurait silencieusement. « Et je veux dire merci à mon papa. Avant, je pensais que j'aurais jamais de papa. Mais maintenant, j'en ai un. Il m'apprend plein de choses. Il m'écoute quand je parle de mes journées. Il me fait rire. Et il fait des efforts pour être un bon papa, même si des fois il ne sait pas comment faire. Papa, je t'aime aussi. » Étienne ne vit plus rien. Les larmes brouillaient sa vision. Autour de lui, plusieurs parents applaudissaient. Il se leva, les jambes tremblantes, et applaudit aussi. Après le spectacle, Élise se précipita vers lui. « Papa, tu as aimé ?» Il la souleva dans ses bras et la serra contre lui. « C'était parfait, ma chérie. Tu étais parfaite. C'est vrai ce que j'ai dit, tu sais. T'es un bon papa. » Ces mots, ces simples mots d'une enfant de 8 ans effaçaient toutes les incertitudes, toutes les peurs, tous les doutes qui le rongeaient depuis des mois. L'été arriva. Étienne décida de prendre 2 semaines de vacances, chose qu'il n'avait pas faite depuis la mort de Marguerite. Ils partirent tous les 3 en Provence, dans une maison louée près d'Avignon. Ce furent 2 semaines de pur bonheur. Ils visitèrent le pont du Gard, les champs de lavande du Luberon, les villages perchés du Vaucluse. Élise courait partout, prenait des photos avec l'appareil jetable qu'Étienne lui avait offert, ramassait des pierres et des fleurs séchées qu'elle conservait précieusement. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur location, sous un ciel piqué d'étoiles, Sandrine leva son verre de rosé. « Je voudrais porter un toast. » Étienne et Élise levèrent leur verre. Jus de pomme pour Élise. « Il y a un an, j'étais épuisé, perdu, terrifié à l'idée de ne pas pouvoir donner à Élise la vie qu'elle méritait. Aujourd'hui, grâce à toi, Étienne, tout a changé. Tu nous as offert plus qu'un toit. Tu nous as offert une famille. » « Non. » Étienne secoua la tête. « C'est vous qui m'avez offert une famille. Vous m'avez sauvé de ma propre solitude. » Élise leva son verre avec sérieux. « Et moi, je dis merci pour les vacances. C'est trop bien. » Ils éclatèrent de rire et trinquèrent sous les étoiles. À ce moment précis, Étienne comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis des années sans le savoir. Pas la réussite professionnelle, pas la reconnaissance sociale, mais quelque chose de plus simple et de plus profond. Un foyer, un lieu où il était attendu, aimé, nécessaire. En septembre, Élise entra en CE2. Le jour de la rentrée, Étienne l'accompagna jusqu'à la grille de l'école. Elle portait son nouveau cartable, un Eastpak bordeaux qu'elle avait choisi elle-même, et une robe à fleurs que Sandrine lui avait cousue. « Tu es prête, ma grande ?»« Oui, je vais retrouver mes copines. Tu veux que je vienne te chercher ce soir ?»« Oui, et après on peut aller manger une glace ?»« Promis. » Elle l'embrassa sur la joue et courut vers l'entrée. Puis elle s'arrêta, se retourna et lui fit un grand signe de la main. Étienne lui répondit, le cœur gonflé d'un sentiment qu'il ne savait pas nommer. En rentrant chez lui, il passa devant la bibliothèque et remarqua un dessin qu'Élise avait laissé sur la table. Il le prit et le regarda attentivement. C'était un arbre
un arbre généalogique, dessiné avec des crayons de couleur. Tout en haut, 2 nuages avec des ailes. Dans l'un était écrit « Maman Clara », dans l'autre « Grand-père Montreuil ». En dessous, 3 figures se tenaient par la main. Papa Étienne, Tata Sandrine, moi. Et tout en bas, d'une écriture soignée, Élise avait écrit « Famille Morel-Montreuil », construite sur des silences brisés et des vérités retrouvées. Étienne s'assit lentement, tenant le dessin entre ses mains tremblantes. Des larmes coulaient librement sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Il pensa à Clara, à cette femme extraordinaire qu'il avait aimée trop brièvement. Il lui pardonna d'avoir gardé le secret. Il comprit qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux, et il lui fit une promesse silencieuse. « Je vais prendre soin de notre fille. Je vais être le père qu'elle mérite, je te le promets. » Le soleil de septembre entrait par les fenêtres, illuminant la bibliothèque d'une lumière dorée. Dehors, dans le jardin, les feuilles des érables commençaient à rougir, annonçant l'automne. Mais pour Étienne Montreuil, ce n'était pas une fin. C'était un commencement. 3 ans plus tard. Élise avait 11 ans. Elle était en 6e au collège Jean Moulin, excellait en histoire et en français, et rêvait toujours de devenir archéologue. Sandrine avait obtenu son master et enseignait désormais dans une école primaire de Lyon. Elle s'était épanouie, avait rencontré quelqu'un, un professeur de musique nommé Thomas, et parlait même de mariage. Quant à Étienne, il avait progressivement réduit son temps de travail pour passer plus de moments avec Élise. Il avait également créé une fondation en mémoire de Clara, qui aidait les mères célibataires en difficulté à accéder au logement et à l'éducation. Un dimanche d'octobre, ils décidèrent tous les 3 de faire un pique-nique au parc de la Tête d'Or. C'était une tradition qu'ils avaient instaurée. Tous les mois, quelle que soit la météo, ils passaient un dimanche ensemble, sans téléphone, sans travail, juste eux 3. Ils s'installèrent près du lac, sur une grande couverture à carreaux. Sandrine avait préparé une quiche lorraine, une salade de tomates et des éclairs au chocolat. Élise avait apporté son appareil photo, un vrai cette fois, qu'Étienne lui avait offert pour ses 11 ans. Après le déjeuner, Élise se leva et annonça solennellement « J'ai préparé quelque chose pour vous ». Elle sortit de son sac à dos un cadre photo artisanal. À l'intérieur, il y avait une photo d'eux 3 prise lors des dernières vacances en Bretagne. Ils étaient sur une plage, les cheveux au vent, riant aux éclats. Mais ce qui rendit Étienne et Sandrine muets, ce fut le texte qu'Élise avait écrit en dessous, d'une écriture appliquée. Une famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour qu'on se porte et les choix qu'on fait pour rester ensemble. Merci de m'avoir choisi tous les jours. Je vous aime. Élise. Sandrine éclata en sanglots et serra Élise contre elle. Étienne les regarda toutes les deux. Ces 2 personnes qui avaient transformé sa vie, qui lui avaient appris que la famille n'était pas une question de destin, mais de volonté. Il pensa une dernière fois à cette soirée de décembre, 4 ans plus tôt, où il avait suivi Sandrine sous la pluie et découvert une petite fille aux yeux verts. Cette décision impulsive avait tout changé. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivaient par accident. Ou peut-être n'était-ce pas un accident. Peut-être était-ce Clara, quelque part, qui avait guidé ses pas ce soir-là. Étienne sourit, sortit son téléphone et prit une photo d'Élise et Sandrine enlacées sous le soleil d'octobre. Puis, il les rejoignit, et ils restèrent ainsi, serrés les uns contre les autres, 3 âmes qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre dans le labyrinthe du destin. Et pour la première fois depuis des années, Étienne Montreuil sut avec certitude qu'il était exactement là où il devait être, chez lui, avec sa famille, enfin en paix.